Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors, il est essentiel maintenant de le rappeler, Bernard de Clairvaux, encore une fois, n'est pas un architecte. Il ne dessine pas de plan, il ne dirige pas de chantier au sens matériel évidemment du terme, il ne se pose pas en artiste du tout, et pourtant, l'art cistercien lui doit tout. Quand Bernard entre à Cîteaux en 1112, l'ordre existe déjà, mais il végète, il est isolé, si vous voulez, dans une petite forêt de Bourgogne. L'arrivée de Bernard, qui arrive accompagné d'une trentaine de compagnons, quand même marque un tournant décisif. En quelques années, l'expansion commence. Comme je vous disais tout à l'heure, fondation de La Ferté, puis de Clairvaux en 1115. À partir de là, la croissance devient spectaculaire. Des abbayes-filles se multiplient et bientôt des centaines de maisons cisterciennes jalonnent l'Europe. Mais cette expansion n'est pas seulement institutionnelle, elle est spirituelle. Bernard parle, écrit, exhorte, ses sermons circulent, ses lettres sont copiées, diffusées, il intervient dans les affaires ecclésiastiques, dans les querelles doctrinales, dans les conflits même politiques. Il prêche la croisade, il s'oppose au fameux Abélard, il combat les hérésies, il admoneste les puissants. Sa parole a une autorité exceptionnelle. Or, cette parole est traversée par une exigence constante. Dans le bonus pour les abonnés, je vous donnerai un peu plus de détails sur Bernard, bien sûr, et sur le pourquoi du comment. Donc cette exigence constante, c'est redresser, c'est purifier, c'est recentrer. Ramener, si vous voulez, le peuple chrétien vers le progrès dans le Christ, comme il l'écrit. Ce progrès n'est pas accumulation de richesses, justement, ni éclat extérieur, il est approfondissement intérieur. Le moment décisif se situe autour de 1134. Cette année-là, plusieurs événements convergent. La tension du schisme d'Anaclète se relâche. Bernard peut se consacrer davantage à l'élaboration de son œuvre spirituelle majeure, les sermons sur le Cantique des Cantiques. J'ai déjà parlé du Cantique des Cantiques dans d'autres émissions. Parallèlement, on décide de reconstruire Clairvaux sur un autre site. Et surtout, le chapitre général de l'ordre édicte des règles précises concernant l'art sacré. Et ces règles sont d'une clarté radicale. Interdiction des décors sculptés ou peints dans les églises et les monastères. Refus des vitraux de couleur. Limitation des enluminures à de simples initiales en camailleux. La surabondance figurative est proscrite. Eh bien oui, évidemment, elle empêche de penser. Ce n'est pas des mesures isolées, c'est vraiment l'expression d'un principe. Pour Bernard, l'art, encore une fois, n'est pas autonome. Il est inséparable d'une morale. Or, la morale, qu'il veut imposer à l'ordre, et au-delà, évidemment, à toute la chrétienté, c'est une morale de dépouillement. Peut-être quelque part, on dirait de retour aux sources. C'est vrai, il faut pas se leurrer. Il ne s'agit pas seulement de pauvreté matérielle, il s'agit de lutter contre la dispersion du regard, ce que je disais tout à l'heure, contre la distraction, contre la tentation de se laisser séduire par l'apparence. L'espace monastique doit être ordonné à la prière. Tout ce qui détourne l'attention, du coup, est suspect. Les images trop nombreuses, les couleurs éclatantes, les formes compliquées, tout ça risque d'éveiller la curiosité plutôt que la contemplation. Et oui, on pense à autre chose. Et en plus, ces faits-là excitent l'imagination, là où, au contraire, il faudrait recueillir l'esprit. Ce point est capital, parce que la critique n'est pas d'abord économique. Les ressources existent, les dons affluent. L'ordre cistercien bénéficie des fruits de la croissance agricole et des aumônes seigneuriales que vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que ça pourrait être. Rien n'empêcherait matériellement d'orner les églises et de faire tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais l'exigence morale prime. Après la mort d'Étienne Harding, qui est le 3e abbé de Cîteaux, Bernard devient la figure dominante de l'ordre. Harding lui-même avait orné de ses propres mains les manuscrits avec virtuosité, mais Bernard impose une autre orientation. En fait, il étend à l'ensemble de la congrégation ce qu'il pratique déjà à Clairvaux, l'austérité.
Le chantier de Fontenay, qui est ouvert quelques années plus tard, offre le témoignage architectural le plus abouti. L'édifice est vaste, solide, rigoureux. Il manque pas de moyens, ils ont de l'argent, mais il est dépourvu, encore une fois, de sculptures narratives, de vitraux colorés, de décors superflus. La pierre est nue, les volumes sont clairs, la lumière est blanche. Elle n'est pas de toutes les couleurs. Il ne s'agit pas d'absence d'art, il s'agit d'un art réorienté. C'est, on dirait aujourd'hui, un art nordique, vous savez, c'est très, très droit. L'architecture cistercienne manifeste du coup une volonté d'unité. Ben oui, toutes les abbayes doivent se ressembler. L'ordre est un véritable corps. La diversité décorative menacerait justement cette cohérence. Aujourd'hui, on dirait, sans blasphémer, mais on pourrait dire que vous avez la maison mère et puis vous avez les franchises tout autour. Mais oui, c'est comme un système de franchises, elles doivent toutes se ressembler. Quand vous allez, pardon pour l'image, mais quand vous allez chez McDo, tous les McDo se ressemblent. Quand vous allez chez KFC ou je ne sais quoi, c'est la même chose. Ils se ressemblent tous. Quand vous allez chez Apple, pareil, c'est la même chose. D'ailleurs, on pourrait rapprocher parce qu'il y a un petit côté ayatollah quand même chez Bernard, comme chez Steve Jobs d'ailleurs, qui ne voulait pas devait être droit, devait être clair, on ne voulait pas de boutons, pas de machin, enfin il n'y a rien qui sort, rien qui doit justement empêcher l'œil de ne voir que ce qu'il doit voir. C'est exactement la même chose. L'uniformité, si je puis dire, des formes devient signe de discipline collective. Et donc par la parole et par la règle, Bernard va transformer le rapport entre morale et esthétique. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir comparé les cisterciens avec McDo et KFC ou Apple. C'est juste pour vous faire comprendre, évidemment. L'œuvre d'art ne doit plus être l'expression d'une puissance extérieure. Je dis ça parce que j'imagine déjà les mails, donc... Je vous le dis d'avance. Donc la puissance extérieure, ni le lieu d'une rivalité de magnificence entre les abbés. Il n'est pas question d'avoir, moi je vais faire la tour la plus haute, la plus grande, c'est moi qui ai la plus grande, etc. Ce qu'on voit évidemment partout, hors de l'ordre cistercien justement. Ça doit être le cadre d'une ascèse commune. Et dans un siècle où les grands prélats, justement, rivalisent pour attirer les meilleurs sculpteurs, les meilleurs verriers, pour avoir la plus grande, la plus ronde, la plus ceci, la plus cela, où les cérémonies de dédicace ressemblent à des triomphes, Bernard refuse la compétition, justement. Il ne veut pas que l'ordre cistercien entre dans la logique de la splendeur ostentatoire. Ce refus n'est pas marginal. Il a une portée considérable parce que l'ordre de Cîteaux est en pleine expansion à ce moment-là. Des centaines de bâtiments vont être élevés selon ces principes-là. Des milliers de moines vont vivre dans ces espaces dépouillés. L'architecture devient le prolongement matériel d'une véritable réforme morale. Du coup, sans être bâtisseur au sens strict, Bernard est bien le maître d'œuvre d'un vaste chantier européen. Non pas par le compas, la truelle, mais encore une fois par la norme et par la parole. Maintenant, il reste à comprendre contre quoi exactement cette austérité s'affirme, contre quelle culture, contre quelle anthropologie, contre quelle logique sociale, justement, elle est en train de se dresser.